Alors, je vous propose de reprendre notre colloque. J'espère que vous avez passé une pause déjeuner agréable. Et sous le soleil, hein, pour ceux qui ont osé la terrasse, il y a du soleil quand même. Il fallait oser. Ne regardez pas, il y avait du soleil. Donc, il fallait oser au moment où il y en avait. Donc, je vous propose de poursuivre ce colloque. Donc, nous allons avoir là, 2 sessions de manière consécutive. Une première session sur les parcours de soins, l'autonomie et l'ingénierie des systèmes hospitaliers. Puis enchaîner avec une seconde session sur les dispositifs médicaux. Ensuite seulement, il y aura la pause café et après une conférence introductive à la table ronde et la table ronde sur les jumeaux numériques. Donc pour débuter cette session sur les parcours de soins, l'autonomie et l'ingénierie des systèmes hospitaliers, je vais passer la parole à Franck Fontanilli, d'IMT Minalbi, qui va nous... On a un petit peu parlé de ce projet en teasing lors de notre introduction avec Bernadette, du projet Hospitwin. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'Hospitwin. Moi, je trouve que c'est assez facile à dire. Bon. Donc, comme son nom l'indique ou ne l'indique pas, c'est le double numérique de l'hôpital et plus particulièrement des parcours patients ou en tout cas de l'organisation de l'hôpital ou des flux en général, des flux hospitaliers, que ce soit des flux de patients ou des flux de médicaments, des flux de restauration, des flux d'instruments chirurgicaux, ainsi de suite. Donc, je vais vous présenter ce projet sur lequel on est en train de travailler actuellement avec d'autres collègues de l'IMT. Alors, pour commencer ma présentation, je ne vais pas du tout vous parler d'hôpital, ni même de santé. Sur cette photo, comme vous le voyez sans doute, on n'est pas du tout à l'hôpital. On est dans une usine, dans une entreprise de production qui fabrique des produits, très certainement en très grande quantité, ce qu'on peut appeler de la production de masse, avec une très grande diversité de produits, de variété de gamme de fabrication, avec une grande variété, une grande variabilité dans la durée des opérations de chaque produit sur chaque poste de travail. Oula, vous êtes en train de vous dire, mais il a mangé quoi à midi? Il est fou là, on est colloque santé, il nous parle production. Bon, je fais quand même des petits appels du pied, tout ce que je suis en train de dire, vous devriez détecter des petits éléments d'analogie avec ce qui se passe dans un hôpital. Donc là, on est dans une salle de supervision, en fait, une salle de contrôle. On est dans une salle de contrôle dans laquelle on a tout un tas d'écrans qui permettent donc aux ingénieurs, aux techniciens de production, de suivre quasiment en temps réel la production de ces différents produits, savoir où en est l'avancement de telle gamme de fabrication pour tel produit, savoir combien il y a de produits qui sont stockés à tel endroit, savoir quel est l'état de telle machine, est-ce qu'elle est en fonctionnement, est-ce qu'elle est en panne, est-ce qu'elle est en réglage, etc. Donc grâce à des systèmes tels que celui-ci, à base essentiellement d'écrans qui affichent des synoptiques, des indicateurs, on est tenu informé de ce qui se passe et on peut informer nos clients de l'avancement. On peut faire ce qu'on peut appeler du pilotage de production. Alors je tourne la page et puis je passe encore à un autre domaine. Non, vous ne vous trompez pas, on est dans le cockpit d'un avion. Et là, vous imaginez, vous montez dans un avion, le pilote qui est dans le cockpit, il n'a aucun instrument. Est-ce que vous montez dans l'avion sans aucun instrument? Si vous avez déjà fait de l'avion, si vous pilotez un avion, on fait du pilotage à vue, mais même en faisant du pilotage à vue, il nous faut un petit peu d'instruments pour savoir à quelle altitude on est, savoir s'il y a un vario, si on monte, si on descend, et puis surtout une espèce de boussole, ce qu'on appelle un compas, pour suivre un cap. Et le problème de l'avion, c'est que contrairement à la voiture, on a un petit problème, on peut s'arrêter sur le bord de la route, regarder, se renseigner. En avion, on ne peut pas s'arrêter. Donc on est soumis à tout un tas d'éléments et de perturbations, surtout météo, qui font que par rapport à ce qu'on vise, par rapport au cap, à la trajectoire que l'on vise, la cible que l'on veut atteindre, on va vraisemblablement dériver. Donc c'est grâce à ces instruments qu'on va essayer de minimiser cette dérive et quand même d'atteindre l'aéroport où on doit se poser. Et puis des fois, des cas encore pires, il y a des événements vraiment inattendus, perturbation météo qui fait que je ne peux pas me poser là où j'avais prévu, donc je dois carrément me dérouter. Encore une fois, si je n'ai pas tous ces instruments, pas moyen de me dérouter. Vous devez toujours vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? On n'est pas du tout dans la santé. D'autres exemples, dans d'autres domaines, et toujours pas dans la santé, toujours dans l'aviation, mais ce coup-ci, on est dans une tour de contrôle où il y a des contrôleurs aériens qui contrôlent les avions qui sont dans les airs, bien sûr, mais un gros aéroport, c'est aussi un contrôle des avions qui sont au sol. Et les avions qui sont au sol, c'est des avions qui sont stationnés, ça ne bouge pas, mais il y a quand même beaucoup d'avions qui sont en mouvement dans un aéroport, des avions qui se déplacent sur les taxiways pour aller atteindre les runways, les pistes de décollage, ou pour revenir des pistes de décollage et venir se stationner. Encore une fois, comme vous le voyez sur cette photo, les contrôleurs disposent
d'un certain nombre d'écrans, d'indications qui leur permet justement de suivre un petit peu l'avancement. Et puis, les avions, les horaires d'atterrissage, de décollage, il y a un planning, c'est prévu, mais c'est rarement respecté, comme vous le savez. En tout cas, pas de façon très précise. Il peut y avoir là aussi de fortes perturbations. Un autre cas un petit peu plus en 2D, de la même façon, on est en circulation routière, on a des centres de contrôle de circulation routière, ou de la même façon, on a des pilotes de la circulation qui suivent en temps réel la circulation, qui peuvent informer les usagers ou les forces de l'ordre, par exemple, de l'état de la circulation, de la survenue d'un accident, et de pouvoir prendre des décisions. Donc voilà un certain nombre d'exemples, tout ça pour essayer de planter le décor par rapport à ce que je veux vous dire, puisque ce que je veux vous dire, c'est, voilà, maintenant, moi je suis patient à l'hôpital, et je me dis, mais l'hôpital, c'est un système qui est au moins aussi complexe qu'une usine qui fabrique plein de produits différents. Hein. Chaque patient a un parcours complètement différent, avec une grande quantité de patients. Il y a certains hôpitaux qui traitent 2000, 3000, 5000 patients par jour. Donc vraiment, on peut appeler ça de la production de masse. Et moi, à ma connaissance, en tant qu'usager de l'hôpital, en tant que patient, j'ai rarement vu de salles de pilotage, de contrôle, de dispositifs de contrôle. Enfin, je me pose la question, y a-t-il un pilote dans l'hôpital? Eh bien, je crois qu'il n'y en a pas, en fait. Donc, simplement, voilà, je me dis, mais comment se fait-il que dans certains domaines, on a des moyens qui nous permettent de piloter les flux, et à l'hôpital, alors qu'il y a plein de flux, et en particulier les flux de patients, donc moi, je fais le focus sur le flux de patients, parce qu'après tout, l'hôpital, il est là pour le patient. Mais il y a les flux de patients, il y a les flux de personnel, il y a les flux, encore une fois, de médicaments, de ressources diverses, et ainsi de suite. On n'a pas, semble-t-il, ce genre de dispositif. En tout cas, pas à ma connaissance, ou de façon très limitée. Par exemple, dans un bloc opératoire, vous avez des outils qui permettent de suivre à peu près en temps réel l'avancement des différentes opérations, mais ça se limite donc à un périmètre relativement réduit. Alors, ça n'existe pas, semble-t-il, à l'hôpital. Alors, ça n'existe pas, sauf si, aux États-Unis, encore une fois, les Américains ont fait mieux que nous, et avant nous surtout. Donc ce que vous voyez ici, on n'est pas du tout dans une usine. Là, on est dans des hôpitaux. Donc vous avez le John Hopkins Hospital, où vous avez la Carrion Clinic, dans lesquelles vous avez, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, dans des unités de production industrielle, eh bien, on a des salles de contrôle, des salles de commande, avec un certain nombre d'écrans, d'indicateurs qui peuvent permettre de donner à des pilotes, on peut appeler ça comme ça, des pilotes de flux hospitaliers, un certain nombre d'informations en temps réel pour leur permettre effectivement de suivre la situation des patients, la disponibilité des ressources, les informer de problèmes, de retards, de dysfonctionnements quelconques et ainsi de suite. Donc voilà, moi je pars de ce constat-là. Apparemment en France, même en Europe, ça n'existe pas, en tout cas pas dans le monde hospitalier. Aux États-Unis, ça y est, ça existe. Et je me dis, en tant que chercheur, maintenant, qu'est-ce que je peux apporter de mieux et qu'est-ce que je peux faire pour être mieux que les Américains, finalement? Donc je me dis, les Américains, ce qu'ils proposent, c'est ce qu'on propose dans l'industrie, c'est de la supervision, du contrôle, c'est basé sur des données historiques. On a une information sur la situation actuelle, le maintenant, voilà, je sais maintenant pratiquement en temps réel ce qui se passe, et puis j'ai un historique de données passées qui peuvent aussi me permettre donc de préparer un petit peu le futur. Et donc, moi, je me dis que ce qui serait peut-être pas mal qu'on rajoute, nous, qu'on fasse, si possible, avant les Américains, c'est la suite. C'est-à-dire disposer d'un outil qui, en plus de ceci, nous permette aussi de nous projeter un petit peu sur le futur très proche. À l'échelle de l'hôpital, l'horizon de l'hôpital, c'est la journée. On a souvent des services qui commencent le matin à 7h ou 8h et qui terminent le soir à 18h ou 20h. Et puis après, voilà, le patient se vide des services, excepté les services d'urgence et ainsi de suite. Donc, à l'échelle de la journée, tiens, il se passe quelque chose à 14h30. J'aimerais bien savoir quel effet ça va avoir à 16h ou voire en fin de service. Est-ce que mon personnel va être en débordement? Autrement dit, est-ce qu'il va y avoir des dépassements d'horaire ou pas, par exemple? Donc voilà, on peut dire qu'il y a peut-être une valeur ajoutée à apporter au niveau de la prédiction. J'en viens un petit peu à ce que l'on propose dans le cadre de cet appel à projet H2020 qui s'appelle donc Intelligence artificielle pour l'hôpital du futur, pour l'hôpital intelligent du futur, dans lequel donc, comme je vous disais, avec l'IMT, on est en train de préparer ce projet pour essayer de faire une proposition qui porterait donc sur un double numérique,
Donc non pas des patients, encore une fois, et ce n'est pas du tout centré sur l'aspect médical ou l'aspect clinique, mais c'est beaucoup plus centré, et essentiellement centré sur l'aspect flux et organisation. Alors ce double numérique, de façon prototype, de façon totalement imagée, le voici. Donc ce double numérique, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un double numérique à base d'un outil de simulation de flux à événements discrets. C'est le double numérique, vous l'avez sur la partie haute ici, donc c'est la réplique virtuelle de l'hôpital réel qui, lui, est en bas. Donc sur la partie basse, vous avez l'hôpital réel. Et la particularité, c'est que sur cet hôpital réel, on va avoir un certain nombre de capteurs où on va se connecter sur un certain nombre de bases de données, d'ailleurs, pour pouvoir envoyer en temps réel des données, plus précisément des événements, qui vont alimenter notre double numérique, de façon à ce que le double numérique soit une image très proche et en temps réel de ce qui se passe au niveau des flux dans la réalité. Donc, encore une fois, je prends un exemple, j'ai un patient réel qui rentre dans une salle, au même moment, dans le double numérique, je dois avoir un patient qui rentre dans la même salle. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple à dire comme ça, mais au niveau technique et au niveau scientifique, ce n'est pas forcément si simple que ça. Donc je ne rentre pas tout de suite trop dans les détails des données, et puis je pense que Nel, tout à l'heure, va parler un petit peu d'un certain nombre de choses qui vont permettre de collecter les données, entre autres. Donc ce double numérique, l'objectif, alors si je vous présente un petit peu l'utilisation de ce double numérique, alors il y a plusieurs utilisations possibles. Déjà, par analogie au monde médical, l'objectif, c'est de faire du diagnostic, mais pas du diagnostic de processus, mais du diagnostic, pardon, pas du diagnostic médical, mais du diagnostic de processus. Autrement dit, être capable, quand il y a un dysfonctionnement organisationnel, de remonter jusqu'à la cause pour pouvoir trouver la meilleure solution qui permettra d'éviter d'avoir ce problème. Donc là, ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas cette partie-là destinée à faire du diagnostic, c'est plutôt la partie destinée à faire donc du pilotage en temps réel. Donc le pilotage en temps réel, on part du monde réel, on va donc avoir notre double numérique, notre Hospitwin, qui va nous permettre déjà dans un premier temps de faire tout simplement de la surveillance, un peu comme ce que vous avez vu dans la petite vidéo, là, juste avant, hein, notre vidéo qui nous permet, alors vous l'avez vu, l'avantage du double numérique déjà par rapport à l'hôpital, c'est vraiment important. L'hôpital, c'est un espace fortement cloisonné. On a une vision qui est limitée à une salle, mais on ne voit pas ce qui se passe dans la salle derrière. Avec le double numérique, vous avez une vision qui est beaucoup plus élargie. Vous l'avez vu, on peut voir au travers des cloisons, on peut zoomer, on peut revenir en arrière, etc. Donc il y a des avantages très intéressants au niveau de la surveillance. Et puis qu'est-ce qui se passe dans le monde réel? Il y a tout à coup un événement inattendu. Tiens, par exemple, il y avait une opération qui était programmée à 10h15, et à 10h15, le patient n'est pas là. Ou le médecin est encore, le chirurgien est encore en train d'opérer un autre patient dans une autre salle. Donc il va avoir un retard. Donc ça, c'est un événement inattendu. On est ici. Donc là, ce qu'on veut faire avec le double numérique, maintenant, on veut faire donc de la prédiction. On veut dire, on va se projeter dans le futur très proche et on veut voir quel va être l'impact de cet événement inattendu dans 1 heure, dans 2 heures. Déjà, va-t-il y avoir un impact? Peut-être aucun impact. Eh bien, je le sais. Je sais qu'il n'y a pas d'impact, donc je ne prends pas de décision. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prends des décisions sans savoir si l'événement va avoir un impact ou pas. Donc, je prends des décisions et des fois, la décision, elle, va avoir un impact, alors que si j'avais rien fait, il ne se serait rien passé. Bon, supposons donc qu'avec le double numérique, j'arrive à prédire les effets de cet événement inattendu, et donc je vois si cet effet il y a ici un effet ou pas, et donc si l'effet est acceptable, je ne fais rien, et si l'effet n'est pas acceptable, voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est faire en sorte de minimiser cet effet. Donc cet effet qui va se produire dans 1 heure, dans 2 heures, je l'anticipe, je le prédis. Et donc maintenant, grâce au double numérique, eh bien, je vais faire tout un tas d'expérimentations virtuelles, plutôt que de les faire sur le réel. Mais dans le réel, je peux en faire qu'une seule, et puis je joue qu'une seule fois, quoi. Je peux tirer qu'un seul coup. Tandis que là, avec mon double numérique, je vais pouvoir tenter plein d'expérimentations, plein de scénarios me permettant de minimiser cet impact, jusqu'à ce que je trouve une limite acceptable que je vais pouvoir implémenter dans l'hôpital réel. Donc voilà un petit peu au niveau du pilotage, la façon dont on va pouvoir utiliser ce double numérique. Alors si je fais un petit peu un zoom sur les parcours patients, parce que je vous parle de parcours patient, moi j'ai une petite animation que j'aime bien la sortir, voilà, un parcours patient, un flux hospitalier de patients, un flux de patients à l'hôpital. Bah, c'est le petit bonhomme qui rentre, hein, il y a l'entrée, le service admission, le bureau de sortie qui est ici, et puis il y a notre petit bonhomme qui, vous l'avez vu, se déplace un petit peu dans toutes les salles. Donc de façon un peu plus concrète,
Voilà la trace dans un vrai service de consultation d'un patient. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu, ça ressemble un peu à un plat de spaghettis. Et si en plus on a plusieurs patients, comme c'est le cas ici, c'est extrêmement difficile à suivre puisque tous les patients vont avoir des circuits différents. Donc voilà, notre fameux plat de spaghettis est donc extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc en fait, il nous faudrait disposer d'un certain nombre d'informations, d'éléments pour pouvoir à la fois diagnostiquer et piloter les flux tels que les activités suivies, la durée de chacune de ces activités, le temps passé dans l'ensemble du processus, et ceci pour tous les patients. Alors, comment construire et alimenter notre double numérique? Alors pour commencer, il faut donc qu'on collecte des données pour suivre les patients. Donc on va utiliser un système, en fait, alors c'est là où ça fait un petit peu mal aujourd'hui, on va utiliser un système de géolocalisation. Il faut qu'on géolocalise à l'intérieur des locaux la position des patients, voire la position du personnel et bien sûr la position aussi des équipements mobiles. Donc grâce à ce système de géolocalisation, on va pouvoir collecter des données, disposer d'une multitude de données qu'on va un petit peu transformer, qui vont prendre la forme d'un fichier log dans lequel on va avoir un certain nombre d'événements, chaque événement correspondant à, par exemple, le patient, comme c'est le cas ici, numéro 232, vient de rentrer dans la salle numéro 3 ou vient de sortir du box de consultation et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, voilà, maintenant je dispose de ces données, je dispose de ce fichier log, et qu'est-ce que je fais avec ça? L'idée, c'est de dire, je veux essayer de démêler un petit peu le plat de spaghetti. Donc pour cela, je vais utiliser du process mining. Donc je vais utiliser un outil qui va me permettre de transformer ces données événementielles en une cartographie, une modélisation des processus, plus précisément là une modélisation des parcours patients, où on voit des boîtes qui correspondent à chacune des activités, puis des liens entre les boîtes qui correspondent donc au déplacement des patients d'une activité à une autre. Donc là, si on suit simplement le parcours d'un patient, la petite bille que vous voyez ici, c'est notre patient numéro 232. À l'intérieur de cette cartographie générale, on voit donc notre patient qui a suivi telle activité, telle activité, telle activité, et ainsi de suite. Ça, c'est juste pour un patient. Hein, vous voyez qu'il passe bien sûr pas par toutes les étapes. Donc si on regarde maintenant au niveau de l'ensemble de notre cartographie, cet outil de process mining nous permet aussi d'identifier des familles de parcours. Je questionne les médecins dans un hôpital, ils me disent chaque patient a un parcours différent que les autres. Je vois 200 patients par jour, ils ont chacun un parcours différent. Et puis finalement, quand on met en œuvre cet outil, on arrive à faire ressortir des motifs, des patterns, des familles de parcours. Et là, par exemple, donc, on a une famille numéro 1, voilà, c'est celle-ci. Alors c'est peut-être la famille la plus empruntée, la famille numéro 2, la famille numéro 3. Et comme vous le voyez ici, on a grosso modo 42 familles. Donc, voilà, première étape, donc process mining. Ensuite, avec toujours cet outil de process mining, l'idée est d'extraire des connaissances. Alors, quel type de connaissances on va pouvoir extraire? Alors, des connaissances qui vont permettre d'alimenter le double numérique, telles que, par exemple, je parlais de parcours, on va avoir une répartition des différents parcours. Par exemple, on va voir là ici que 10% des patients ont suivi le parcours numéro 1, 7% le parcours numéro 2, et ainsi de suite. On va pouvoir avoir une distribution, par exemple, des temps d'attente dans des salles d'attente. On va pouvoir avoir une distribution des temps de prise en charge dans les salles de consultation, et toutes ces données ou toutes ces connaissances vont permettre d'alimenter notre double numérique. J'ai presque fini, je vois qu'ils s'impatientent, ils se disent ça y est, ils débordent, donc j'ai fini. Donc voilà, la dernière question, alors ça correspond un peu à des questions de recherche qu'on se pose. On a un vrai patient qui rentre dans l'hôpital, et qu'en est-il de son double numérique? Donc dans ce double numérique de l'hôpital, eh bien ce patient, quel parcours va-t-il suivre? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une prédiction du parcours correspondant au vrai patient qui vient de rentrer, savoir, tiens, a priori, il est censé suivre ce parcours. Et puis s'il ne suit pas, si notre double numérique, notre patient numérique ne suit pas le parcours qu'on a prédit, il va falloir peut-être le synchroniser, le recaler avec le vrai patient. Donc il y a des problématiques de synchronisation. De la même façon, quel sera son temps de séjour? Donc il faut un peu prédire son temps de séjour. Et donc, comme je disais, corriger les écarts qui peuvent survenir en temps réel entre le vrai patient qui se déplace dans l'hôpital et le patient virtuel qui se déplace dans le double numérique. Donc voilà un certain nombre de questions que l'on se pose et que l'on va se poser si ce projet est retenu et qu'on peut le mener à bien. Je vous remercie de votre attention et désolé pour le retard. Merci beaucoup. On peut prendre une question rapide, bien entendu. Vous avez été retenu dans l'appel à projet, dans l'AMI CHU de Nantes à PHP, me semble-t-il. Pourquoi au final le projet ne s'est pas fait, selon vous? Alors c'est parce que c'était un appel à manifestation d'intérêt, ce n'était pas un appel à projet.
Donc l'APHP et le CHU de Nantes ont manifesté leur intérêt. Voilà, ils ont dit votre projet est très intéressant. D'ailleurs, je vous remercie de le signaler. J'ai été lauréat coup de cœur de cet appel à manifestation d'intérêt. Mais après, sur l'aspect financement des travaux de recherche, il n'y a pas vraiment de... Il n'y avait rien qui était prévu, quoi. C'est juste un gros coup de pub. Et voilà. Donc la suite, elle est ici. C'est-à-dire, grâce au fait qu'on a été nominé sur cet appel à manifestation d'intérêt, on peut essayer de prétendre justement là maintenant à postuler sur des vrais appels à projets avec du financement. Alors tout dépend jusqu'où on veut aller, encore une fois. Hein. Au départ, je l'avais évalué à 4 millions d'euros pour un projet qui s'étalait sur une durée de 9 ans. C'est-à-dire dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, l'objectif était de construire un nouvel hôpital à Paris et au CHU de Nantes. Donc un nouvel hôpital, ça veut dire le prochain bâtiment va avoir une durée de vie de 50, 60, 70 ans. Donc les ingénieurs de ces établissements se posent des questions effectivement sur les technologies à mettre en place. Et donc moi j'avais proposé d'accompagner les CHU, que ce soit la PHP ou le CHU de Nantes, jusqu'à l'ouverture du bâtiment. Et ça leur semblait être trop lointain. Donc voilà, il fallait voir plus court. Merci, je vous propose de passer à l'intervention suivante, qui est celle de Vincent Augusto, de Mid Saint-Étienne, qui va nous présenter le pilotage intelligent du service des urgences par une approche de jumeau digital. Merci, Monsieur Pourchet. Ok, bonjour à tous. C'est bien parce que du coup Franck il m'a fait tout le contexte de ma présentation, donc du coup vous êtes bien rodé sur ce que c'est un jumeau numérique, donc je vais pouvoir enchaîner. Donc je suis un tout petit peu embêté dans le sens où c'est pas vraiment un projet de recherche pur au sens recherche tel qu'on l'entend, c'est plutôt un cas d'application qu'on a voulu essayer de monter pour faire une preuve de concept que tout ce que vous a présenté Franck fonctionne. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On a fait ça avec le CHU de Saint-Étienne. Et donc l'idée, après cette petite introduction, c'est que vous avez compris que le jumeau digital permet justement, donc à partir de ce qui s'est passé dans l'historique, et puis à partir du comportement actuel de l'hôpital, de pouvoir justement reproduire ce comportement et du coup avoir une sorte de simulation finalement qui va permettre d'aller explorer des scénarios qui ne sont pas forcément possibles ou qui vont peut-être se produire dans le futur du vrai objet en fait. Donc c'est un peu le thème d'aujourd'hui, hein, Industrie 4.0. Vous avez vu les exemples qui ont été présentés juste avant, c'est un peu ça, c'est-à-dire on a des chaînes de manufacturières, on a des machines-outils qui sont bardées de capteurs, on est capable d'avoir de l'information qui remonte en temps réel et qui permet de faire du diagnostic hyper rapidement sur les chaînes de fabrication, etc. Le problème, c'est que quand on veut l'appliquer en fait à l'hôpital, c'est qu'on n'a pas en fait ces capteurs qui permettent de le faire justement en temps réel de manière facile en fait. Et c'est ça finalement un peu ce que l'on explore dans ce système-là. Donc, ce que je voulais simplement redire dans le contexte, c'est que l'aspect digital twin, et ça aussi touche un peu finalement ce qu'on parle à partir d'intelligence artificielle, etc., c'est que c'est des concepts finalement qui sont relativement anciens, c'est-à-dire on parlait déjà depuis pas mal d'années de tout ce qui est data-driven simulation, etc., qui permet en fait déjà d'instrumenter ces digital twins qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et donc l'idée en fait c'était d'arriver à reprendre tous ces éléments-là et les appliquer en fait à partir d'un système réel. Donc juste pour vous montrer un petit peu comment c'est organisé, en gros, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'études qui se font, vous allez dans les conférences de simulation, etc., vous allez avoir beaucoup d'études qui se font sur des observations ou des données historiques, dans lesquelles on génère le modèle automatiquement ou non. Donc générer automatiquement, c'est le process mining qu'a présenté Franck juste avant. Ce modèle-là, après, on peut le simuler, et quand vous le simulez, vous obtenez des dashboards, des tableaux de bord qui permettent de faire un diagnostic et de regarder qu'est-ce qui va se passer dans le futur. L'idée, après, c'est de se dire on peut avoir une deuxième mode de fonctionnement où les données, en fait, on les récolte directement des capteurs qu'on a dans le vrai système, et ces données-là vont vous permettre d'alimenter et de générer votre modèle de la même manière que les observations ou ce qui était fait avant. Et donc là, pareil, on peut du coup réappliquer les mêmes méthodes de simu, et arriver en fait à des résultats. Et c'est un peu ça qu'on veut essayer de mettre en œuvre dans ce projet-là.
Alors juste pour vous donner un petit peu, alors je sais pas si c'est forcément clair pour tout le monde l'aspect digital twin au niveau technique. En fait, on avait regardé un peu la littérature, il n'y a pas vraiment de définition précise. Enfin, si vous en avez, je serais preneur pour en avoir. En gros, l'idée c'est que il y a des challenges en fait qui sont liés à l'accès aux données, c'est-à-dire que vous avez en fait des systèmes d'information dans les hôpitaux qui sont plutôt pas mal faits maintenant, donc qui sont très diversifiés et très peu interopérables en général, mais quand même on a beaucoup de données. Le problème, c'est de la donnée en fait précise qui va nous manquer, c'est-à-dire, par exemple, on va avoir l'admission à l'hôpital, mais on va pas avoir forcément l'admission dans un service particulier dans le parcours à l'hôpital. Donc ça, c'est un peu compliqué. Implémenter des capteurs à l'hôpital, c'est un verrou majeur voilà, et puis qui coûte de l'argent. Et puis il y a toutes les problématiques après de vie privée, de confidentialité des données. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est-à-dire on s'était dit, quand on veut faire cette preuve de concept, comment est-ce que je pourrais faire pour implémenter ce système 4.0 Digital Twin à l'hôpital avec les moyens du bord, entre guillemets. Et donc la contrainte qu'on s'est dit, c'est-à-dire que finalement le modèle de Digital Twin, il doit en fait être généré et mis à jour finalement automatiquement à partir de la donnée. Et l'autre question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut implémenter des scénarios qui vont permettre d'améliorer le vrai système en fait. Donc c'est un peu tout ça qu'on s'est mis comme contrainte et on a regardé comment on pouvait avancer là-dessus. Et donc l'objectif de ce projet applicatif, c'est d'arriver à avoir un modèle de simulation piloté par la donnée qu'on va utiliser dans le système des urgences, donc au CHU de Saint-Étienne, avec deux fonctions, une fonction monitoring en real time, en temps réel, pardon, et une fonction prédiction pour regarder un petit peu, comme le disait Franck à l'instant, qu'est-ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. Et donc ici, la motivation donc de partir sur ce mode dégradé un petit peu, c'était d'arriver à avoir une preuve de concept, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas au milieu de notre connaissance, il n'y avait pas de case study avec des vraies preuves de concept qui fonctionnent. Donc l'idée, c'était d'arriver avec quelque chose et de regarder est-ce que ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc le schéma général, c'est celui-ci, où en fait vous avez donc l'hôpital. Alors c'est l'hôpital de Saint-Étienne au passage, pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous le voyez. Donc l'hôpital de Saint-Étienne. Donc l'idée, la méthode qu'on a adoptée, c'est qu'on utilise donc les données qui nous viennent du système réel. Donc on a récupéré en fait des données des urgences sur un an, des données historiques, donc arrivée des patients, diagnostic, durée de séjour, etc. Et à partir de là, on a construit notre modèle de simulation à événements discrets avec une vue 3D, c'est tout petit, mais pour ceux qui étaient là hier, il y avait une vraie démo. C'est tout petit ici, vous avez la vue 3D et puis la vue process. Et ce modèle-là, on l'a conçu de manière un peu artisanale avec des observations sur site. Parce qu'en fait, on a beau dire, mais créer un modèle automatiquement, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même beaucoup d'écueils et sans aller voir sur place, c'est assez compliqué. Et donc à partir de là, on a nos deux modes que vous retrouvez ici. Le mode monitoring en temps réel, on va récupérer la donnée et simuler ce qui se passe en vrai. Et le modèle simulation, c'est-à-dire on va regarder ce qui se passe dans des scénarios qui ne sont pas existants, quoi. Donc c'est ça l'approche générale. Alors pour commencer, donc, comme je vous l'ai dit, on a fait un peu une étude rétrospective sur de la donnée observationnelle. Donc on a regardé un peu ce qui s'est passé dans les urgences sur un an. Donc c'est une étude monocentrique sur l'hôpital de Saint-Étienne. On a extrait 40 000 séjours, donc il y a environ 50 000 entrées aux urgences par an au CHU de Saint-Étienne, pour vous donner un ordre d'idée de la taille de l'hôpital, si vous ne connaissez pas. Et donc on a extrait ces données de 40 000 et quelques séjours entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. Donc avec les critères, tous les adultes en fait. Enfin à Saint-Étienne, vous avez urgence adulte et urgence enfants pédiatriques qui sont séparés. Et donc en fait, on a collecté ces données et observé en même temps, à l'aide d'étudiants en stage, qu'est-ce qui se passe dans le service. Et donc en fait, pour que vous compreniez bien, à partir de ça, on a conçu un modèle qui correspond à la réalité, mais ce modèle, on l'a fait à la main du coup. On l'a pas fait automatiquement, parce que c'était pas forcément cette étape-là qu'on voulait travailler, et puis ça nous semblait compliqué de le faire directement. Donc on l'a fait à la main traditionnellement, et donc on a identifié en fait différents types de parcours, avec un parcours de type fonctionnel ou parcours dit rapide en fait, c'est-à-dire vous avez une entorse, une jambe cassée, vous avez quelque chose qu'on peut réparer avec du plâtre, en gros, en fait on a un parcours de ce type-là, qui n'est pas forcément très urgent, vous allez passer par le triage, être examiné, voilà, la procédure standard aux urgences, si vous y êtes déjà allé. Et après vous allez avoir un parcours vraiment urgent, avec un danger immédiat,
pour la vie du patient, où là en fait quand vous arrivez souvent avec une ambulance ou avec les pompiers, vous êtes directement mis en déchocage et là vous êtes directement on va dire traité, quoi. Donc en fait c'est assez classique on va dire. Après l'organisation au CHU de Saint-Étienne fait que ces deux parcours sont séparés physiquement, mais après on a des choses qui se retrouvent un peu partout. Et donc la petite originalité du modèle, c'est qu'on a en fait distingué tout ce qui se passe du point de vue des ressources, de manière à pouvoir préparer le terrain sur le modèle, c'est-à-dire activer en fait notre vue ressources avec les médecins, les infirmiers et leur propre comportement en fait. Donc là, on a appliqué une méthode qu'on avait un peu développée à Saint-Étienne sur une vue type graphe d'état qui permet de repérer en fait ce qui va se passer par rapport à un état de base, toutes les activités en fait que va avoir un médecin. C'est-à-dire que quand il arrive, il va lire la pile de dossiers en attente. Dès qu'il y a un nouveau patient qui arrive, il va aller faire son auscultation et ainsi de suite. Donc en fait, on a tout ce qui se passe, mais du point de vue ressources. Et on a fait la même chose pour l'aspect toutes les autres ressources. Donc l'infirmier, par exemple, qui va plutôt lui être responsable du conditionnement, de préparer en fait les soins que donne le médecin et ainsi de suite, quoi. Donc en fait ça c'est d'un point de vue recherche c'est des choses assez classiques. Et après là où c'est original, c'est que quand on a implémenté ça, on a implémenté nos deux modes. Donc un mode de monitoring en temps réel, où là le modèle est supposé être assez précis pour me suivre le service. Parce que ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que dans ce qu'a présenté Franck, vous voyez qu'en fait il nous faut de la donnée qui arrive et qui dit, l'exemple qu'il donnait c'est très bien, le patient rentre dans un box, il faut que je le sache dans mon modèle. Mais moi j'ai pas ce niveau de précision, en tout cas aujourd'hui c'est pas possible de l'avoir. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on s'est dit, je prends uniquement l'info fiable qui me vient de mon système d'information hospitalier. Donc là on a mis en place une routine qui nous envoie périodiquement la donnée qu'on considère comme fiable. Cette donnée-là, elle drive notre modèle, c'est-à-dire que quand j'ai une info d'un patient qui arrive, je crée mon patient dans le modèle, parce que je sais que ça c'est fiable. Et ensuite après, j'ai un peu un trou noir pendant quelques heures, c'est-à-dire que dans le service, je ne sais pas exactement où il va, je sais qu'il est peut-être grave ou pas grave, donc je sais déjà dans quelle unité il va. Et après, je ne vais pas avoir tout le détail en fait de ce qui se passe. Et c'est ça un petit peu l'originalité, je pense, de la démarche, c'est-à-dire qu'on arrive en fait à extrapoler sur le parcours interne du patient et à combler les trous que l'on n'a pas, qu'on devrait avoir via une technologie de suivi efficace, quoi. Donc c'est pour ça qu'on met ici que les arrivées de patients sont pilotées en fait par les données, c'est-à-dire qu'on reçoit là un flux de données et puis on génère nos patients. Donc là, pour la petite histoire, c'est toutes les 30 minutes, parce que c'était un peu coûteux en termes de... il y avait plein de contraintes techniques, quoi, mais on pourrait faire plus petit, quoi. Et donc chaque patient généré vient avec des attributs. Donc pour l'instant, on n'a que l'information de triage, parce qu'il y a aussi en fait derrière cela des contraintes d'accès aux données de santé que vous devez tous connaître, j'imagine. C'est-à-dire que quand vous voulez accéder à la donnée où il y a de la santé dedans, vous devez faire une demande CRS, CNIL, INDS. Et donc nous, pour aller vite, on ne l'a pas fait. On a juste uniquement demandé de la donnée entièrement anonyme avec juste de la date d'arrivée en fait. Donc au moins, comme ça, on pouvait au moins faire un test de faisabilité, on va dire. Et donc une fois qu'on a ce modèle donc tourne, on va dire, en temps réel, donc lentement, c'est-à-dire en temps réel. Et donc après, on va avoir un modèle de simulation où là, vous allez retrouver toutes les techniques qu'on connaît en simulation, c'est-à-dire on va lancer nos scénarios. Et puis là, donc on peut faire des scénarios en disant, plutôt que de suivre le processus d'arrivée réelle de mes patients, je fais un processus où ils arrivent 2 fois plus vite, je simule l'arrivée de 30 patients d'un coup, etc. Et là, pour l'instant, on a fait des curseurs qui correspondent à changer les capacités en ressources pour regarder comment je peux m'adapter au changement en fait. Et c'est un peu ça dans la preuve de concept ce que l'on a développé pour l'instant. Donc on a fait un petit tableau de bord avec des indicateurs type temps d'attente, mais ça encore aussi il n'y a rien de très exceptionnel, on va dire. Et une fois qu'on a fini l'expérimentation, donc on se met à la place de l'urgentiste, il fait l'expérimentation parce qu'il sent qu'il a vu aux infos qu'il y a un accident sur l'autoroute, il fait son expérimentation en regardant est-ce qu'il est robuste pour recevoir ses 30 patients. Et une fois qu'il a fini, il revient en mode monitoring. Et là, le modèle en fait se recale sur le temps réel en fait. Donc voilà un petit peu ce qu'on a développé. Donc là, c'est un peu donc en fait, on a testé le modèle avec un plan d'expérience où vous ne devez pas voir grand-chose, mais donc ça, on l'a fait en collaboration avec les urgentistes. On a regardé différents cas dans des scénarios d'activité régulière en changeant en fait des temps d'accès à différentes ressources auxiliaires en fait, parce que ce qui l'intéressait d'un point de vue urgence, c'est de regarder l'impact de l'attente de l'aval surtout, qui est en fait entre nous le plus gros problème des urgences, c'est d'avoir arrivé à sortir les patients. Et en fait aussi, il y avait aussi
des scénarios en lien avec de l'activité exceptionnelle, c'est-à-dire des arrivées brusques de patients aux urgences. Donc on avait regardé ça, et pour la petite histoire, on avait des résultats... Ah, il y a une petite animation. Où en gros, pour que vous compreniez rapidement, il y a les scénarios ici, là il y a la durée de séjour en heures, donc là on avait nos scénarios de validation, et en gros, vous voyez, ce qui donnait la meilleure amélioration en termes de durée de séjour, c'était d'avoir des patients psychiatriques traités en unités dédiées. Alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité il y a 6 mois, mais il y a eu en fait un peu des problèmes au CHU de Saint-Étienne à cause des patients psychiatriques qui étaient un peu attachés voilà, parce que c'était dur de s'en occuper, quoi. Et donc du coup, en fait, ça on l'avait fait avant pour le coup, et du coup on avait déjà vu le problème grâce à ça. Donc ça montrait bien que l'outil, en tout cas, il avait fait un bon diagnostic en tout cas. Voilà, je suis pas trop long en fait. Donc les limitations, vous avez compris, c'est qu'il y a un manque d'informations sur le parcours micro, on va dire, du patient. On a un système modulaire qu'on va du coup tester aux urgences là dans les semaines qui viennent, j'espère. Des problèmes qui sont liés aux ressources externes, c'est-à-dire par exemple quand on fait appel à de l'IRM ou à de la ressource spécialiste extérieure, on n'a pas la connaissance du niveau de disponibilité de cette ressource parce que il n'y a pas d'infos nulle part en fait. Donc ça c'est des limitations, mais on va regarder comment on peut les surmonter. Et donc, par contre, l'idée, c'est qu'on a une opportunité. Donc, on est avec Franck pour ce projet européen. Donc là, ça sera un des case studies de ce projet européen, typiquement, qu'on voudrait bien mettre en avant. Et surtout, voilà, il y a des réelles opportunités avec un modèle d'aide à la décision, comme ça a été dit, des représentations qui sont plutôt sympas en 3D. Oui, il y a de la VR aussi, j'ai oublié de vous le dire. Et puis voilà, on pourrait aussi imaginer des serious games pour le... Il y a beaucoup de simulations, mais physiques, en fait, de vrais services. On pourrait le faire en VR grâce à ça. Et si vous n'étiez pas là hier, à la démo, il y a une petite chaîne YouTube qui s'appelle Future Medicine. Vous pourrez aller voir une vidéo du modèle. J'aurais pu la mettre là, mais j'ai oublié de le faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Quand vous dites on a un manque de données sur la traçabilité, tout ça, en fait, donc des tags en géoloc indoor, c'est par exemple ce qu'il vous faudrait, ou il y a d'autres données en plus en fait, ouais, il y a plusieurs moyens. En fait, la donnée est liée, mais elle n'est pas fiable. C'est-à-dire que le patient, il est tagué normalement quand il va faire un scanner ou des choses comme ça. Mais sauf que le tagage, ça se trouve, il est fait par l'infirmière quand elle a le temps, quand le patient il est déjà revenu aux urgences, en fait. Donc en fait, on a l'info, mais comme elle n'est pas fiable, on ne l'utilise pas. Après, Géologue, c'est une piste qu'on pourrait exploiter, mais là, ça pose plein de contraintes comme je disais, de confidentialité. Mais effectivement, ce seraient les 2 pistes qu'on envisage, quoi. Merci. Donc, je vous propose de passer à la dernière intervention de cette session sur les parcours de soins et l'ingénierie des systèmes hospitaliers. Donc, c'est Nel de Télécom Sud Paris qui va nous parler du suivi géographique des personnes en EHPAD. Ok, merci. Bonjour à tous. En fait, moi je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi tout ce que vous avez dit sur la géoloc en fait est déjà possible. Bon, ça part fort. Donc, une brève introduction sur la localisation, puis après, je vais vous montrer comment nous, on décline la chose, alors avec un petit peu une partie matérielle, et puis assez simple, vous allez comprendre sans problème, et puis ensuite décrire quelques usages auxquels nous, on a pensé, mais j'ai bien compris que vous avez d'autres usages potentiels, et puis on finira par en fait la création d'une société, donc maintenant qui a une quinzaine de jours, mais avec une réflexion assez poussée sur ces dernières années. Donc en fait, la société est jeune, mais les process sont bien rodés. Alors, la fonction localisation, on pourrait y passer des heures.
Si je reviens sur une des planches que Franck a présentées tout à l'heure, il y a plein de techniques de mesure d'angle d'arrivée, de temps de parcours, etc. Alors nous, on a un certain recul sur toutes ces techniques-là et on a conclu que le point important n'était pas, je vous parle de la précision juste une fois pour vous dire que je n'en parlerai pas, et qu'en fait c'est la fiabilité qui est importante en fonction des usages qu'on va en faire, mais l'important c'est que la donnée soit fiable. J'ai entendu ça plusieurs fois, les données ne sont pas fiables, il faut qu'elles soient fiables, et ensuite on voit ce qu'on peut faire avec ces données-là. Donc d'un autre côté, ces systèmes de localisation, de géolocalisation, doivent être complètement transparents pour l'utilisateur, comme avec un GPS actuellement. On ne se demande pas s'il y a des satellites, s'ils émettent, etc. On sait qu'on allume le pareil et puis ça fonctionne. Donc c'est à peu près le même genre d'idée. Et puis, d'un dernier point, maintenant je m'occupe du gestionnaire du site, qui lui a pas forcément très envie d'avoir à gérer un stock de piles, avoir à gérer le fonctionnement d'un module qui se décharge, enfin qui serait moins performant. Donc il faut pouvoir monitorer tout ça. Voilà. Donc voilà les quelques fondamentaux. Et puis bien sûr, cette fonction, elle a une utilité pour justement avoir des données. Et nous, ce que l'on fait, donc je vous dirai quelques petits mots sur toute la partie intermédiaire. Et puis nous, ce qu'on propose en fait, c'est un système qui va générer des géodonnées. Voilà, ces géodonnées, elles sont fiables et interopérables très facilement par requête sur le serveur sur lequel ces données sont stockées. Voilà. Alors, l'approche technique, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est un élément qui va être associé à la personne, le patient, le résident dans le cas d'un EHPAD, le matériel, voilà, sur ce qu'on veut. Alors, peut-être pas sur la boîte de médicaments, parce que là, ça va commencer à faire beaucoup d'éléments, mais voilà. C'est ce qu'on appelle les wearables. Voilà. Donc, ça peut prendre toutes les formes qu'on veut. Une broche, un pendentif, un bracelet, une casquette, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Et puis, la deuxième partie, et là c'est une certaine originalité dans le sens unique, c'est qu'en fait, nous, on va se contenter de changer vos prises, ou en fait d'apporter un petit élément supplémentaire sur les prises. Donc ça va faire que le système va être auto-alimenté, donc on oublie l'histoire des piles. Et puis, ça va nous permettre, par exemple, d'augmenter fortement la cadence de récupération des données. Il va nous permettre, dans un environnement dans lequel on sait que le milieu intérieur est, d'un point de vue de propagation des ondes radio, ce sont des ondes radio, et quelque chose d'assez compliqué, eh bien, on va pouvoir faire du traitement sur ces données-là, parce qu'elles sont répétées régulièrement. Et puis, enfin, un serveur pour accéder aux données. Un autre élément, alors qui lui est quasi invisible, sauf pour la toute dernière partie dont je parlerai tout à l'heure, mais c'est la cartographie. Et alors la cartographie, elle a un impact très important sur les performances du système de géologue, parce que justement c'est l'environnement qui est le principal élément de performance. Et donc on a développé des outils pour réaliser une cartographie. Alors cette cartographie, elle doit être orienté objet, comme on dit, c'est-à-dire que chaque élément de la cartographie est associé à un certain nombre d'attributs. Un couloir est une zone de circulation, une salle d'opération ou bien un vestiaire pour les aides-soignantes n'est pas un élément de circulation, même s'il a 2 portes. Voilà. Donc il faut mettre un certain nombre d'attributs. Donc cette cartographie doit être en fait revue, refaite quelque part. Et puis, il y a un deuxième avantage à cette cartographie, c'est que, en fait, dans l'approche de localisation, on va intimement coupler la position de nos différentes prises avec cette cartographie, et ça nous permet d'avoir un système beaucoup plus fiable. Voilà, donc simple, efficace, donc fiable. Alors, les éléments ensuite, une fois que tout ceci est installé, eh bien, on va avoir un tableau de bord ultra classique, auquel on peut accéder soit en temps réel, soit en temps différé, donc les données sont stockées, et puis pour lequel on peut aller interroger pour un identifiant donné, un tag donné, on va dire un wearable donné, l'endroit où il se trouve, et puis d'autres paramètres. Alors,
Une chose importante ici, c'est que dans l'approche que nous, on propose, en fait, la correspondance entre le numéro d'identification du wearable et la personne ou le matériel reste au niveau du serveur de l'hôpital. Rien n'est transmis dans nos serveurs. Nos serveurs n'ont que les numéros d'identifiants associés à la position dans la cartographie. Donc on peut comme ça, vous avez un exemple ici où on peut suivre les différents patients ou les différents résidents en temps réel pour savoir où ils se trouvent. Alors quelques usages potentiels, mais vous avez tous en tête bien mieux que moi tout ça. Mais bien sûr, donc le premier, c'est le suivi temps réel des personnes. Alors les résidents, mais les personnels et également les visiteurs, les fournisseurs. Voilà, on peut imaginer un certain nombre d'éléments de ce type-là. Alors ici, on est allé un petit peu plus loin, donc c'est pas super lisible, mais on est allé un petit peu plus loin en couplant ça avec l'agenda de la personne. Donc le résident doit être passé au petit déjeuner. Donc dans un EHPAD, souvent c'est les moments des repas qui permettent de bien localiser justement les individus et savoir s'ils ne sont pas en méforme. Donc on pourrait imaginer comme ça, coupler ça à l'agenda pour avoir une visualisation. Donc ici, tout ce qui est vert, l'agenda classique est suivi. Ce qui est orange, il y a un petit retard, donc on peut commencer à se poser des questions, mais c'est peut-être pas indispensable. Et puis ce qui est rouge, il y a un gros retard, donc savoir éventuellement pourquoi. On a déployé aussi le système dans un musée, donc c'est la même idée. Hein. L'idée du musée, c'est de gérer les flux, en fait, de savoir gérer les flux, puis de valider les parcours. Est-ce que le parcours tel qu'on l'avait imaginé est le parcours qui est suivi? Est-ce que, par exemple, on a fait cette expérience avec des visio-guides, donc il y a une description des œuvres. Est-ce que la description des œuvres est suivie? Est-ce que c'est la bonne durée? Est-ce que les gens déclenchent ça lorsqu'ils sont à côté de l'œuvre ou bien de façon totalement décorrélée? C'est possible, je crois que ça arrive. Et puis voir en temps réel les zones de congestion. Alors, dans le cas d'un EHPAD, par exemple, ceci pourrait être utilisé plutôt dans le sens de détecter la sortie d'un résident d'un pré-périmètre de sécurité, entre guillemets. Alors, les modules, on a mis sur les prises, alors ça peut être mis n'importe où. Hein. Par exemple, dans le cadre des musées, on mettait ça sur les luminaires, donc il y a des rails, en fait, assez standards. Donc il y a ça qui est mis sur le luminaire. L'avantage de ça, c'est que quand on coupe la lumière pour le soir, les modules s'arrêtent aussi. Donc comme ça, on économise un petit peu d'énergie qu'on dépense inutilement en permanence, mais c'est un autre sujet. Alors, ensuite, bien sûr, une fois qu'on a la position en temps réel de l'individu et la cartographie, la suite logique, même si ce n'est pas la première utilité, c'est de faire du guidage et de la navigation. Donc, à partir de là, le système qu'on propose le permet également. Et puis, alors là, c'est côté hôpital, enfin on peut le décliner un peu comme on veut, mais côté hôpital, une problématique, c'est l'ambulatoire. Et alors l'ambulatoire, c'est en général prévu, et puis ça se passe à peu près jamais comme c'est prévu. Je reprends la petite animation de Franck. Il y avait juste une chose qui ne se passe pas toujours comme ça, c'est-à-dire le patient rentre, donc ça, il arrive effectivement à l'accueil, il va dans tous les services, et puis de temps en temps, il repart avant d'être passé à la visite finale. Et donc ça pose un gros problème, enfin 2 gros problèmes. Donc là, l'idée, c'est en fait de regarder l'écart entre la réalité du parcours du patient avec la prévision, et puis pour essayer d'améliorer les parcours, ou bien d'avoir, si on va une étape plus loin, une possibilité de réajuster les parcours en temps réel. Hein, voilà, un patient ne se présente pas, mais un autre patient est dans la salle d'attente. Voilà, est-ce qu'on peut commuter? Mais alors évidemment, si on commute les choses, ça génère toute une chaîne de réactions. Voilà, alors maintenant je vais vous parler de la société en question. J'ai qu'une planche,
voilà, mais elle est longue. Cartobat. Donc, le principe de fonctionnement, c'est qu'en fait, un projet va se dérouler avec une première étape qui va être la réalisation des plans, donc orienté objet, comme j'ai dit. Ensuite, à partir de ces plans, on va définir en fonction des objectifs de fiabilité l'emplacement où on va pouvoir positionner les différents modules. À partir de ceci, on va faire un chiffrage financier. Voilà. Ça, c'est ensuite, la pose peut se faire par un électricien. Voilà, donc il s'agit juste de changer des prises. Ceci dit, il faut également, pendant cette installation, valider le bon fonctionnement de ces systèmes-là. Donc voilà, il y a une petite certification qu'on propose. La mise en service de tous les wearables, quelle que soit leur forme, et puis l'accès aux serveurs pour les personnels qui vont avoir à l'utiliser, que ce soit les personnels de gestion de la logistique à l'EHPAD ou à l'hôpital, ou bien les personnes qui, comme vous ici, vont avoir à traiter ces données. Donc là, évidemment, nous ne sommes plus dans le traitement de ces données. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce suivi géographique ? J'imagine que vos capteurs, enfin, vous faites de la géologue indoor, donc il y a aussi les étages, parce que les EHPAD, généralement on est sur un seul niveau, il n'y a pas de problématique. Les hôpitaux, on est multiniveau, ça serait bête d'être au bon endroit mais pas au bon étage. Enfin, bonne longitude, bonne latitude. Don't worry. Voilà. Et puis, deuxième question, c'est parce que là, vous semblez, alors, à travers votre discours, vous adresser aux EHPAD, mais il y a des problématiques en fait financières assez importantes dans le médico-social. Et donc, les coûts d'installation de cette approche-là, est-ce qu'au final, l'approche, elle est vraiment dimensionnée pour les EHPAD ou c'est plutôt pour les hôpitaux ? Ensuite, le dimensionnement dépend beaucoup de ce que l'on cherche à faire. Ce que je n'ai pas dit là, c'est que le positionnement qu'on refournit est un positionnement par zone. Alors, de quoi a-t-on besoin ? Si on a besoin d'avoir... si les zones doivent être très petites, évidemment, le coût engendré va être le coût d'installation. Les modules ont un coût, l'installation a un coût, le serveur a un coût global, que ce soit qui est 100 ou 5000 tags ou modules, il n'y a pas beaucoup de différence là-dessus. Donc voilà, alors quelles sont les enveloppes budgétaires et puis est-ce que nous, on peut s'adapter à ça voilà, globalement, ce ne sont pas des systèmes particulièrement onéreux, mais je ne vais pas rentrer dans le détail financier là, juste là, ça dépend beaucoup de choses. Nous, on est à la recherche de chantier, c'est clair, voilà. Tu as beaucoup insisté sur le fait que c'est la fiabilité qui était plus importante que la précision, mais ça veut dire quoi en termes de précision ? Voilà. Alors en termes de précision, ça veut dire que si on voilà, je ne vais pas. Ça veut dire que la fiabilité repose sur le niveau de la pièce. Voilà. C'est-à-dire on peut dire avec une très grande fiabilité que la personne ou le matériel est dans telle pièce ou telle autre pièce. Et c'est tout. On peut faire plus, mais ce ne sera pas fiable. Non, c'est juste plus... Non, alors ça c'est très important. Selon moi, c'est juste pas fiable. On peut mettre le coût qu'on veut, ça n'est pas fiable. Voilà, parce que l'environnement est en permanence changeant et il est totalement imprédictible. C'est une succession de singularités. Donc voilà, c'est parce que le wearable a été mis avec le wearable à l'intérieur de la poche et puis que le vêtement, il y a des clous, il y a des chaînes, voilà, la personne, et il l'a mis dans la poche. Voilà, donc tout ceci fait que imaginer avoir un chiffre de précision me semble un petit peu utopiste. Et tous ceux qui ont essayé comprennent un petit peu de quoi je parle.
Merci beaucoup. Je remercie tous les orateurs de cette session, car nous finissons avec 2 minutes d'avance.